Et avec les conférences Raphaël, on poursuit avec le dossier numéro 3. Le dossier numéro 3, qui est un dossier long, un petit peu pénible pour ceux qui n'ont pas du tout la fibre pédiatrique, puisqu'on s'attaque à l'item de l'évaluation du nouveau-né à terme. L'évaluation du nouveau-né à terme et surtout les problèmes qu'il peut poser, c'est quoi? C'est la détresse respiratoire, l'infection materno-fétale, l'ictère, parfois il a un retard de croissance intra-utérin, parfois il est prématuré, mais là on ne va pas vous embêter avec la spécialité. Et puis il y a tout ce côté de puériculture, d'examen du nouveau-né. On va essayer de faire en sorte que les idées soient plus claires avec cette Madame Arche qui, comme effectivement son nom l'indique, a un petit-fils qui s'appelle Noé et qui est primipare primigeste, et donc Noé est tout à fait bien, sauf que à 2 heures de vie, donc avec un tout petit décalage, il commence à présenter un gênement expiratoire isolé. Là, l'erreur, c'est de dire « Ah, on rentre dans détresse respiratoire ». Non, il faut savoir que tout symptôme chez le nouveau-né, c'est une infection materno-fétale jusqu'à preuve du contraire. Alors après, on verra, parce qu'effectivement, le gênement expiratoire fait partie de l'indice de Silverman qui cote et qui permet de coter les signes de lutte lors d'une détresse respiratoire néonatale, mais pour l'instant, vous prenez de la distance par rapport au dossier et vous nourrissez des éléments cliniques qui vous sont donnés, et en particulier l'hépatosplénomégalie. Donc là, je ne vois pas pourquoi il aura une détresse respiratoire avec une hépatosplénomégalie. La radiographie thoracique est normale, donc la MES-10, c'est pas du tout un problème de détresse respiratoire, c'est probablement une infection materno-fétale. Qui dit infection materno-fétale probable dit il faut regarder en arrière. Il faut regarder en arrière parce que la Haute Autorité de Santé a défini 2 types de critères, des critères majeurs et des critères mineurs, qui permettent de nous dire, voilà, là, il y a un risque qui est plus ou moins important que l'enfant soit victime d'une infection materno-fétale, et il faut connaître au moins ces critères majeurs. Les critères majeurs, il y en a en fait 2 qui sont principaux. Un, c'est la chorioamniotite chez la mère, ça associe à la fois fièvre, contraction utérine douloureuse et le liquide amniotique teinté. Souvent, quand il y a une chorioamniotite, il y a des membranes qui évidemment ont rompu. Et puis la deuxième, c'est le jumeau atteint d'une infection materno-fétale. D'ailleurs, comme vous voyez, chorioamniotite et jumeau, c'est ce qui est le plus coté en termes de points. Et donc, c'est les 2 éléments importants. Enfin, toutes les mères qui ont des enfants qui ont une infection ne font pas forcément des jumeaux, bien évidemment. Les autres éléments, température maternelle, durée d'ouverture de la poche des os, rupture prématurée des membranes avant 37 semaines, autrement dit une prématurité inexpliquée, une prématurité sans cause, c'est également une infection materno-fétale jusqu'à preuve du contraire. Chez une mère qui a des antécédents d'infection à strepto V ou d'un portage vaginal, vous savez que le dépistage est systématique. Si elle n'a pas eu d'antibioprophylaxie, c'est un des critères qui va aussi nous faire craindre une infection materno-fétale. Enfin, si on fait un dépistage, c'est pour justement qu'on puisse proposer une antibioprophylaxie à la mère. C'est ce qui va nous permettre d'être le plus efficient dans le traitement préventif de l'infection materno-fétale, qui reste une maladie grave chez le nouveau-né avec une mortalité qui n'est pas nulle et une morbidité qui est assez importante. Les critères mineurs, on va aller un petit peu plus vite parce que je pense qu'il ne faut pas les décliner en tant que tels et les mémoriser. Par contre, les critères majeurs, je pense que c'est absolument tout à fait capital de le savoir. Et donc, lisons ensemble l'adage. Tout symptôme du nouveau-né est à rechercher durant
les 6 premières heures de vie, et qui dit symptômes dit infection materno-fétale jusqu'à preuve du contraire. On a une suspicion d'infection materno-fétale, on regarde les critères anamnéstiques en avant, et puis est-ce qu'il y a des examens complémentaires? Ben là, c'est pas complètement comme chez le nourrisson ou chez l'adulte en termes d'infection materno-fétale. Effectivement, parce qu'il n'y a pas d'examen biologique qui permet à lui seul de diagnostiquer l'infection du nouveau-né, sauf si on a un résultat d'hémoculture, mais on n'a pas le résultat tout de suite. Donc on a des éléments qui sont des éléments à la fois sur la NFS, c'est pas l'hyperleucocytose, parce que l'hyperleucocytose, pour qu'il y ait une hyperleucocytose chez un nouveau-né, il faut qu'il y ait 30 000, 40 000 blancs, donc c'est pas la petite hyperleucocytose, c'est plus volontiers la leucopénie, il y a des éléments jeunes qui passent dans le sens, ce qu'on appelle la myélémie, le dosage de la CRP, attention, le dosage de la CRP dans les 12 premières heures de vie, c'est plus la CRP de la mère, et donc il faut qu'il y ait 2 chiffres avec un premier dosage de CRP et un deuxième qui peut nous indiquer s'il y a une montée et si ceci a une valeur véritablement décisive pour le diagnostic d'infection materno-fétale. La procalcitonine, c'est en évaluation, certains disent que c'est mieux que la CRP, d'autres non. Toujours est-il que dans le bilan biologique, il n'y a rien qui soit décisif en termes d'hématologie. En termes de bactériologie, on a 2 types de prélèvements, les prélèvements dits périphériques et les prélèvements centraux. Les prélèvements périphériques, c'est le liquide gastrique, il y a 2 autres prélèvements périphériques. Et puis, on peut faire des prélèvements au niveau du placenta, mais c'est les hémocultures qui sont intéressantes à faire, avec des hémocultures maternelles à faire en parallèle. Il faut savoir qu'on peut avoir des prélèvements périphériques positifs sans que l'enfant soit infecté. Ça veut dire que l'enfant, c'est un terme, on dit que l'enfant il est colonisé. Donc colonisé ne veut pas dire infecté. C'est comme quand on dit atopique, c'est pas allergique, ou sensibilisé, ça ne veut pas dire allergie, c'est exactement la même chose. On porte, mais on n'est pas dans la pathologie. Toujours est-il que il faut savoir que s'il n'y a pas de colonisation et pas d'antibiothérapie maternelle, quand on retrouve un germe, ben évidemment, on va s'en préoccuper, surtout que le contexte clinique ici, je le rappelle, c'est un enfant qui a un gênement expiratoire, une hépatosplénomégalie, et attention, ne recherchez pas de la fièvre chez ces problèmes d'infection materno-fétale. La fièvre est très rarement présente chez le nouveau-né qui est infecté. Je commence donc cette slide avec l'élément capital du prélèvement central, qui est l'hémoculture. Il est central, comme son nom l'indique, sa place est centrale. C'est pour ça que également on le surcote, n'est-ce pas? La ponction lombaire, elle n'est pas systématique, comme ça a été le cas pendant longtemps, où on faisait des PL systématiques à tous les nouveau-nés à qui on suspectait une infection. Non. Il faut qu'il y ait soit une altération profonde de l'état général, soit des signes neurologiques, soit des signes de sepsis, en cas d'hémoculture positive. Donc on attend le résultat de l'hémoculture avant de faire la ponction lombaire. Et ça c'est absolument capital de le souligner, alors que dès qu'il y a un nourrisson fébrile, on lui fait une bandelette urinaire et un ECBU ensuite, et bien chez le nouveau-né, dans les 3 premiers jours de vie, le CBU n'a aucun intérêt. Donc au moins c'est quelque chose qu'on ne fait pas de manière systématique. Donc on a suspecté une infection, on a vu les signes cliniques et les signes biologiques qui nous permettaient d'évaluer cela. Alors quel traitement on va proposer? Toute situation majeure, je vous rappelle, c'est atteinte du jumeau, chorioamniotite, ça exige en urgence une antibiothérapie chez le nouveau-né par voie veineuse, probabiliste, qui doit être proposée. Si on est dans une autre situation, on attend les résultats et en fonction des résultats, on va ou on ne va pas entamer une antibiothérapie. Si jamais les résultats ne sont pas probants, mais que l'état clinique de l'enfant reste préoccupant en dehors d'une chorioamniotite ou
d'un jumeau atteint, évidemment, on va faire là également une antibiothérapie probabiliste. Autrement dit, la décision du traitement est véritablement guidée par à la fois la clinique et à la fois les examens biologiques. Si le nouveau-né est asymptomatique, donc l'indication du traitement antibiotique est basée sur les éléments dont on a dit et on donne 2 antibiotiques. Si jamais il est dans un état extrêmement précaire ou si la mère a reçu une antibiothérapie, là on est plus à donner 3 antibiotiques pour lutter contre les germes les plus fréquemment à l'origine de l'infection materno-fétale. Ces bactéries sont le streptocoque B, c'est pas le bêta, le A bêta hémolytique qui donne l'angine, hein. C'est streptocoque B, c'est l'Escherichia coli type K1, c'est un sérotype particulier, et puis les autres bactéries sont très très loin derrière. On a la listériose, dans le cas de la listeria monocytogène, ou des entérocoques ou des streptocoques D. D'un point de vue antibiotique, c'est très peu important en fréquence, mais ça a une grande implication, puisque si on donne une C3G à un aminoside, eh bien on sait que la listeria et le strepto-D et l'entérocoque sont insensibles aux céphalosporines de 3e génération, mais au contraire très sensibles à l'amoxicilline. Donc on est obligé de faire cette association bizarre de 3 antibiotiques qui est les céphalosporines de 3e génération pour tuer les Escherichia coli K1, l'amoxicilline pour tuer la listeria ou le strepto-D, et puis l'aminoside pour accélérer la vitesse de bactéricide. Évidemment, devant tout traitement, vous n'oubliez jamais de surveiller ces nouveau-nés. La surveillance d'au moins 48 heures est préconisée en milieu hospitalier. Alors, on a eu cette infection materno-fétale, donc la mère de Noé est contente, et elle veut l'allaiter, et elle a pu maintenir l'allaitement, et ça on la félicite. Je vous rappelle que l'allaitement est une décision qu'on prend avant la grossesse, mais que parfois on abandonne très très rapidement. C'est une loi parue au journal officiel que de promouvoir l'allaitement maternel. Et donc là, encourager, accompagner l'allaitement maternel, ça fait évidemment partie des éléments. Il y a parfois des soucis, comme on le voit. Ici, manifestement, cette jeune maman a bien envie d'avoir le nounours sous les nounous. Et ici, voilà, on a bien séparé l'alimentation du père et de l'enfant. Toujours est-il, l'allaitement maternel, je vous l'ai mis en focus, est quelque chose qu'il faut sans arrêt promouvoir. Quelles sont les autres guidances en termes de puériculture qu'on va proposer? Eh bien ici, on va en termes d'environnement proposer tout ce qui est écrit, et donc on va le commenter sur le carnet de santé. Voilà l'environnement, de ne pas laisser seul, de vérifier la température du bain, d'interdire le séjour en altitude avant 9 mois, ou sinon il va y avoir une dissociation de l'hémoglobine qui va être délétère, de protéger le bébé des animaux. Ça n'est pas un 20 mots. La semaine dernière, il y a un petit nouveau-né qui s'est fait complètement manger, puisqu'il n'en avait plus sa dernière phalange, par un petit lapin qui était au domicile. J'ai rien contre les lapins, mais enfin là, si il commence à bouffer les doigts des bébés, on peut se poser quand même des questions. Choisir le matelas, les troubles du sommeil. Donc tout ceci, ne pas fumer au domicile, c'est, on va dire, des éléments de bon sens. Mais le bon sens, ça va de soi quand on le sait, et quand on le dit, et quand on le partage. Et une mère, elle vient d'avoir un bébé qui est né, on suspectait une infection, et ça n'allait pas trop. Donc c'est important d'avoir bien ça en tête pour pouvoir, un, le guider, et deux, lui proposer les soins que sont la chlorhexidine au niveau du cordon, la vitamine D, et j'ai fait ici le jeu des erreurs volontiers. Effectivement, et je le mets en rouge, hein, le fluor ne se donne plus chez le nouveau-né.
on attend que la première dent apparaisse pour pouvoir se poser la question, après un bilan fluoré personnalisé, si l'enfant a besoin de fluor ou pas. Ça dépend de son risque carieux. Mais tel n'est pas le sujet actuellement. En tout cas, on ne donne pas de fluor dans les 6 premiers mois de vie, ça c'est sûr. Et puis on explique bien à la mère quand il faut appeler ou reconsulter le médecin. Comme on le voit ici, on est avec des éléments qui sont peut-être un petit peu longs, peut-être et sûrement évidents pour vous, mais il faut bien les avoir en tête pour pouvoir expliquer ce qu'il faut faire auprès de la famille pour finir avec une ordonnance qui est complètement systématisée de vitamine K tant que l'allaitement maternel persiste de manière exclusive, de la vitamine D, des soins de cordon et du sérum physiologique, la vitamine D seule et donc plus de fluor. Et puis, Noé à 9 mois, il est sevré. On vous demande à ce moment-là de faire de la diététique. Alors là, c'est une catastrophe. Comment on peut faire une prescription de diététique? Ça, c'est vrai que c'est lourd. Eh bien, il faut garder des choses assez claires. La vitamine D, de toute façon, c'est tous les jours qu'il leur faut 800 unités. Le lait à 9 mois, la règle, c'est 500 ml par jour au moins. Les protéines, c'est un repas protéique. Une fois qu'on a ces guides de un repas protéique par jour, plus les 500 ml du lait de suite, puisque vous savez que 0 à 4 mois, c'est préparation pour nourrisson, puis ensuite c'est le lait de suite, puis c'est ensuite alimentation pour enfants en bas âge, ben à ce moment-là, après, il suffit de mettre un petit peu de légumes et un peu de céréales, puisqu'il est diversifié entre 4 et 6 mois, et vous aurez votre repas qui est constitué. En pratique, mesdames, messieurs, mes chers collègues, vous inquiétez pas, vous aurez le matin blédi déj, ensuite blédi repas, blédi goûter, blédi soir. Donc bon, si vous avez une hantise de l'alimentation infantile, vous saurez comment gérer cela. Vitamine D, donc c'est chez les enfants un risque, en particulier au sein, c'est 1200 unités, ou sinon c'est 800 unités. S'il est que au sein, c'est de la vitamine K, 2 mg par semaine, ça il faut bien l'avoir en tête. Le fluor, c'est un vrai fléau, le carie dentaire, mais le fluor on n'en donne qu'après l'âge de 6 mois en fonction du risque carieux. Et puis, on est dans le dossier, on a commencé avec l'infection materno-fétale, vous voyez qu'on grandit au fur et à mesure, puis on vous dit, à 9 mois, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Eh bien, à 9 mois, on sait qu'il peut se soulever, il se tient assis complètement sans appui et parfois il se déplace à 4 pattes ou sur les fesses. Il y a des enfants qui se déplacent sur les fesses pendant très très longtemps sans que ce soit pathologique. C'est une manière pour eux de se déplacer et d'être rassurés en étant à même le sol. Et puis au niveau des performances, 9 mois c'est l'âge de la préhension fine de l'opposition pouce-index qui leur permet d'attraper de manière élective des objets, en sachant que 9 mois c'est aussi malheureusement l'âge pénible, puisque à peine il a l'objet, il sait maintenant le prendre, qu'est-ce qu'il fait? Il le jette pour qu'on le ramasse et qu'on le lui rapporte, et c'est là où le père et la mère jouent le rôle du chien plus tard à qui on jette quelque chose pour qu'il le ramène à son maître. Là, pour une fois, c'est le nourrisson qui mate l'ensemble de la famille. Les examens médicaux, je vous ai dit qu'il fallait ceux du 8e jour, 9e mois, 24e mois, qu'il fallait envoyer aux allocations familiales pour pouvoir l'envoyer à l'assurance maladie pour avoir les allocations familiales. Mais il y a en tout, en fait, 20 examens qui sont remboursés. Les 3 obligatoires, c'est pour l'allocation familiale, mais les 20 sont remboursés et sont conseillés pour qu'il y ait une guidance parentale qui soit satisfaisante aux différents mois qui vous sont proposés ici. Donc on voit qu'entre 0 et 6 ans, on a 20 examens médicaux qui sont proposés à tous les enfants, ce qui montre bien qu'on a une couverture
social en France qui est tout à fait remarquable encore aujourd'hui. Les examens, donc 8e jour, 9e mois et 24e mois, sont mis en exergue parce que c'est les formulaires spéciaux qui font envoyer donc à cette fameuse caisse d'allocation familiale pour pouvoir toucher ces sous. Puis alors là, vous dites, j'en peux plus là, et il y a la 7e question, et tout à coup, qu'est-ce qu'il y a? On change complètement de sujet, on a vu le suivi du nourrisson, on a vu l'infection maternelle-fœtale, etc. Maintenant, c'est la hantise, et c'est une hantise, merci monsieur Ducamp, qui lui aussi lutte contre la Grèce, et comme l'ensemble des communautés européennes actuellement, eh bien, il demande les facteurs de risque de l'obésité, le correcteur. Et là, il y en a deux qui sont importants. C'est ce qu'on appelle le rebond d'adiposité, c'est-à-dire qu'à l'âge de 6 ans, normalement il y a un rebond d'adiposité. Si jamais c'est avant, ben, il y a des risques d'obésité. Et puis l'obésité chez l'un ou les deux parents. Si on fait ça en détail, comme vous voyez ici, là vous avez une évolution normale de l'indice de corpulence. L'indice de corpulence, c'est donc poids sur taille au carré. Et si vous voyez bien, généralement, là tout se passe bien, et puis là, hop, c'est ce qu'on appelle un rebond d'adiposité. L'adiposité étant l'indice de corpulence. Eh bien, si on a une courbe qui fait comme ça, et puis hop, il y a un rebond d'adiposité qui survient avant l'âge de 6 ans, et bien là, on est dans un facteur de risque avec, pas à coup sûr, mais de manière très probable, une augmentation du risque de devenir obèse à l'âge adulte. Et puis le deuxième élément, c'est que quand on est gros, ben, les parents le sont, le chien l'est, et qu'on a tous les mêmes, on va dire, caractères génétiques qui vont malheureusement nous plonger dans ces problèmes de surpoids. Alors, il y a d'autres facteurs qui sont inconstamment associés à l'obésité, hein, comme la sédentarité, les problèmes psychoaffectifs, le niveau socio-économique bas, le surpoids à la naissance. Toujours est-il que c'est important, l'excès de protéines, c'est encore très très discuté, c'est important d'avoir ces deux éléments, moins on retient, mieux on retient. Donc retenez juste l'un rebond d'adiposité avant l'âge de 6 ans et l'obésité chez l'un des deux parents, même si évidemment vous allez faire en sorte qu'il ne reste pas à manger des biscuits devant la télévision. S'il a ces facteurs de risque-là, quoi que vous fassiez, il va avoir des difficultés à trouver un poids normal. Donc un dossier un peu long, un peu pénible, avec énormément de blocs d'items à connaître, mais ces éléments de cours, ils peuvent être déclinés comme ça tout au long de dossiers. Et ces items, comme vous le voyez, que ce soit l'obésité, l'évaluation du nouveau-né à terme, l'alimentation, l'allaitement et les complications, et on est véritablement dans le dossier transversal très très pédiatrique qui, en tout cas, peut avoir cette tournure, même si je pense qu'on vous ciblera plus des questions précises plutôt que quelles sont les guidances de puériculture que vous allez proposer. Mais on peut tout à fait vous demander, à la sortie de la maternité, qu'est-ce qu'on prescrit? Et là, vous mettez justement soin du cordon, vitamine K, vitamine D, si l'enfant est allaité. Ça fait 3 éléments. On peut donner un peu de désinfection rhinopharyngée ou au niveau des conjonctives. Donc ça fait véritablement peu d'éléments. On peut vous cibler les différentes réponses. En tout cas, grâce aux conférences Raphaël, là, vous avez fait un dossier un petit peu pénible, un petit peu long, mais qui a permis de faire plus qu'un survol, une analyse très précise de certains items qui commencent en néonatologie et qui suivent lors du suivi du nourrisson, puis ensuite de l'enfant.